Quelle organisation du travail? Les formes traditionnelles d'organisation du travail sont le taylorisme et le fordisme. Celles-ci sont basées sur la division du travail. Adam Smith, dans La richesse des nations, a mis en avant les avantages de la division du travail. C'est une tâche complexe qui va être séparée en de multiples tâches réalisées par des travailleurs spécialisés. Cette division du travail permet alors une augmentation de la productivité pour 3 raisons. D'abord, le travailleur a une habileté plus grande puisqu'il fait toujours la même tâche. Ensuite, les temps morts disparaissent, puisque là aussi, il n'est spécialisé que dans une seule tâche. Et enfin, l'emploi de machines est facilité. Le taylorisme, organisation scientifique du travail, est basé sur une double division du travail, basée sur l'application de méthodes scientifiques. D'abord, une division verticale du travail. Il y a une séparation de la conception et de l'exécution. Les bureaux établissent the one best way, la seule et la meilleure façon de travailler. Les ateliers exécutent alors. Ensuite, une division horizontale du travail. Ici, c'est la parcellisation des tâches. Chaque ouvrier exerce une seule tâche élémentaire. Cette double division du travail permet alors une augmentation de la productivité, donc une hausse des salaires, qui permet de faire accepter l'augmentation des cadences aux ouvriers. Cette augmentation de la productivité permet aussi l'augmentation des profits. Cependant, l'organisation scientifique du travail entraîne une augmentation plus forte des profits que des salaires. Le fordisme est alors un approfondissement du taylorisme. Il va reprendre les principes du taylorisme en surmontant ses faiblesses. D'abord, au niveau de l'offre. Ainsi, l'introduction de la chaîne de montage fait que les ouvriers ne se déplacent plus. Et la chaîne fixe le rythme de travail. Les temps morts vont alors disparaître. Autre avantage au niveau de l'offre, la standardisation de la production. Ainsi, tous les produits sont similaires, ce qui permet d'assurer des économies d'échelle. Grâce à ces deux innovations, la productivité a été multipliée par 4. Ensuite, autre faiblesse du taylorisme, au niveau de la demande. Ici, l'augmentation des salaires, le $5 day introduit par Ford, permet une augmentation de la demande de biens des ouvriers. Ainsi, cela assure des débouchés à la production qui augmentent rapidement. Cependant, ces formes traditionnelles d'organisation du travail ont des limites. D'abord, il y a eu des critiques théoriques sur ces organisations du travail basées sur la division du travail. Smith a montré que la répétition d'un geste simple fait que le salarié perd sa capacité de réflexion. Pour Marx, comme l'ouvrier ne maîtrise plus l'ensemble du processus de production, il est alors aliéné, il perd le sens de ce qu'il fait. Il y a eu aussi des crises réelles à partir des années 60. En effet, ces formes de travail sont inadaptées au niveau de l'offre et au niveau de la demande, quand le contexte économique change à partir des années 60. La première crise a lieu dans les années 60 et c'est une remise en cause des conditions de production. En effet, les ouvriers les moins qualifiés vont rejeter ces méthodes de production dans un contexte de plein emploi. En effet, ils trouvent l'emploi inintéressant et vont donc adopter de nouveaux comportements. Une augmentation du taux d'absentéisme et du turnover, c'est-à-dire qu'ils quittent l'entreprise, mais aussi l'augmentation des défauts. Dans ces conditions, la productivité diminue. Ensuite, à partir des années 80, un autre déterminant de la remise en cause du taylorisme, l'inadaptation à la demande. En effet, la demande devient très variable, d'abord en quantité, elle fluctue rapidement, mais aussi en qualité, c'est-à-dire que les consommateurs veulent des produits différenciés. Or, les méthodes traditionnelles ne peuvent s'adapter à cette variabilité de la demande, car elles sont basées sur des équipements lourds à modifier. Apparaît alors de nouvelles formes d'organisation du travail, ce que l'on appelle les NFOT. Est-ce un post-taylorisme, c'est-à-dire une rupture radicale avec le taylorofordisme, ou bien un néo-taylorisme, c'est-à-dire simplement une adaptation au nouveau contexte? Le toyotisme est d'abord une rupture radicale. En effet, dans les années 50, le fordisme n'était pas transposable au Japon. Le Japon manquait de capital, l'installation de convoyeurs était donc impossible, et la demande était insuffisante. Produire en grande série était impossible. Le Japon a donc mis en place dans les années 50 ce que l'on appelle le toyotisme, et les Européens et les Américains ne s'y sont intéressés que quand le fordisme et le taylorisme entrent en crise. Les objectifs du toyotisme sont d'atteindre ces 5 zéros.
zéro défaut, zéro stock, zéro délai, zéro papier, zéro panne. Ainsi, cela permet de produire les quantités demandées par le marché et proposer des biens de qualité. L'organisation du travail va alors être radicalement différente de celle du taylorisme et du fordisme. Il y a d'abord la priorité de l'aval sur l'amont. Ainsi, chaque poste à l'aval va informer le poste en amont de ses besoins. Cela se fait par le biais de Kanban, ce sont des boîtes dans lesquelles sont placées des fiches cartonnées. Ainsi, on a une production à flux tendu ou juste à temps. N'est produit que ce qui est demandé par le marché. Ensuite, le travail est en équipe. Ainsi, le collectif a une tâche à réaliser, mais il est libre de s'organiser. Cependant, ce collectif va contraindre l'individu. Enfin, l'organisation du travail est flexible. Les machines sont polyvalentes et programmables. Ainsi, on peut produire des biens diversifiés. Ensuite, les ouvriers sont polyvalents. Ils peuvent s'occuper de tâches multiples, ce qui permet aussi de rendre le travail plus intéressant. Cela permet alors d'adapter la production à la demande. Ainsi, grâce à la variété des produits et à la qualité des produits, il y a une augmentation de la compétitivité prix et hors prix. Cela permet donc d'augmenter ses parts de marché. Cependant, le toyotisme a des limites. D'abord des limites culturelles. En effet, le toyotisme est adapté au Japon où les salariés sont dévoués à l'entreprise. Mais il y a aussi des limites économiques. La production juste à temps fait que l'entreprise n'a plus de stock. Et donc, en cas de défaillance dans les approvisionnements, les entreprises sont très vite obligées d'arrêter de produire. C'est ce que l'on voit avec la crise liée au Covid, avec les restrictions de circulation. C'est pour cela qu'il va y avoir une adaptation du taylorisme aux nouvelles conditions économiques et sociales. C'est ce que l'on appelle le néo-taylorisme. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication vont permettre d'accentuer le taylorofordisme dans l'industrie, tout en assurant l'introduction du taylorofordisme dans les services. En effet, le taylorofordisme va être approfondi dans l'industrie. En effet, cela reste l'organisation du travail la plus efficace, car produire en petite série ne permet pas d'avoir des gains de productivité très élevés. Ainsi, les entreprises vont vouloir à la fois différencier la production et bénéficier d'économies d'échelle en accélérant la standardisation, grâce à la différenciation retardée. C'est-à-dire que les différences sont reportées le plus en aval possible du processus de production. La deuxième technique est la modularité. Ici, les entreprises vont concentrer les options dans un sous-ensemble physiquement isolé qu'on ajoute aux produits de base indifférenciés. Ensuite, le taylorofordisme va se développer dans les services grâce aux technologies de l'information. En effet, l'utilisation d'équipements informatiques permet d'introduire les caractéristiques du taylorofordisme dans les services. En effet, le travail des salariés va être contrôlé grâce à l'informatique, puisque l'ordinateur indique le temps passé à chaque activité. Ensuite, il va y avoir une partialisation des tâches, puisque le programme informatique indique les différentes étapes à suivre. Quelles sont les conséquences sur les conditions de travail de cette introduction de ces nouvelles formes de travail? En apparence, les conditions de travail devraient s'améliorer. En effet, les contraintes sur les salariés diminuent. Ensuite, les tâches dangereuses sont supprimées et le travail est enrichi. Cependant, des effets pervers apparaissent. Il y a d'abord une intensification du travail et une responsabilisation accrue. Dans ces conditions, les moins compétitifs vont être exclus du marché du travail.